Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Heureuse de vous retrouver cette semaine. Je tiens à vous remercier pour l'accueil hyper chaleureux que vous avez réservé à ma dernière vidéo, dont je mets le lien ici, ainsi que pour les soutiens financiers dont vous m'avez gratifié et pour les dizaines de milliers de partages. Impressionnant. Aujourd'hui, nous parlerons de l'actualité africaine de ces derniers jours. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner. Commençons par ce qui a le plus focalisé l'attention, à savoir le dernier coup d'État au Burkina Faso. En réalité, il s'agit d'un remplacement à la tête du MPSR, le Mouvement pour la sauvegarde et la restauration. L'on nous annonce que dans la foulée, Damiba aurait démissionné de la fonction de président du Faso. Mais nous n'avons pas encore vu trace de la dite lettre de démission. Celle de Roch-Marc Christian Kaboré avait été diffusée à la télévision nationale afin que nul n'en ignore. Le renversement de Paul-Henri Sandaogo Damiba n'est pas une surprise. C'est même un soulagement pour tous ceux qui aspirent au bien-être du Burkina Faso. Lorsque, à l'issue de son coup d'État, le 24 janvier 2022, Damiba annonçait la création du MPSR, j'avais souligné qu'il manquait de précision. Sauvegarde de quoi? Restauration de quoi? Très vite, il s'est avéré qu'il s'agissait de la sauvegarde de la présence militaire française et de la restauration de l'ancien régime du criminel condamné à la prison à vie pour atteinte à la sûreté de l'État et complicité d'assassinat, Blaise Compaoré. Je ne vais pas m'attarder sur cela aujourd'hui puisque j'en ai fait la démonstration dans une vidéo il y a quelques mois dont je vous remets le lien ici. Nous sommes à quelques jours de la date anniversaire de cet assassinat, celui du capitaine Thomas Sankara le 15 octobre 1987. Et je dois avouer que je suis soulagée que nous n'ayons pas à commémorer ce triste événement avec un Burkina Faso dirigé par celui qui a tué une deuxième fois Sankara et ses 12 camarades en faisant revenir avec les honneurs Blaise Compaoré au lieu de le jeter en prison comme la justice l'a ordonné. Bon débarras. Mais que nous réserve donc cet énième coup d'État? Les putschs en Afrique nous ont produit le meilleur comme le pire. Il y a d'un côté les putschistes comme Thomas Sankara et Jerry Rawlings qui sont à jamais inscrits au panthéon des héros de l'Afrique. Et puis il y a des raclures dont même les poubelles ne veulent pas. Alors, le capitaine Ibrahim Traoré, nouveau chef de la transition et de l'État au Faso, fera-t-il partie de la première ou de la seconde catégorie? C'est trop tôt pour le dire, mais la réponse ne saurait tarder. Une indication positive a été le fait que les objectifs de la transition ont été précisés. La restauration de la sécurité sur l'ensemble du territoire et la sauvegarde de l'indépendance de la justice. C'est de bon augure, même si un premier faux pas est venu refroidir certains. La décision du capitaine Traoré de s'exprimer sur les antennes d'un organe comme Radio Fausses Informations, RFI. Il serait utile que le capitaine prenne exemple sur Assimi Goïta, pas seulement du point de vue vestimentaire, mais aussi dans le comportement. Bavarder moins, mais poser des gestes forts qui parlent d'eux-mêmes. La vraie révélation du week-end dernier au Faso, ça a été le peuple. Debout, courageux, réveillé, prompt à exercer son pouvoir de souverain et surtout extrêmement judicieux et mature dans son analyse de la situation que traverse le pays et dans l'attribution des responsabilités. Si vous remarquez, les institutions françaises, les entreprises françaises et l'armée française, tout ce qui est français participe à notre malheur. Moi, j'ai écrit ce thème et pour mettre en garde au peuple français, si il s'assoit, regarder la France
écraser les autres, massacrer les autres. Il faut savoir que les autres aujourd'hui sont en colère contre la France toute entière. Même les arbres français, même l'air français, tout ce qui est français, on la déteste aujourd'hui. Et on ne veut plus la France de chez nous. On veut que la France dégage de chez nous. Si la France comprenne cela, avant que ça aille loin, et je pense que c'est dans l'intérêt de la France. Si la France refuse et ils veulent continuer et à contribuer pour notre malheur, je vous assure que nous sommes déterminés. Nous allons mener ce combat jusqu'à la liberté, au péril de notre vie. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, je pense que maintenant, trop c'est trop. Il faut que ça s'arrête. Voilà. Ils sont à l'intérieur là, qui n'ont qu'à plier bagages et puis quitter hors du continent parce qu'on n'en veut plus d'eux. On veut que ça soit la Russie ou pas, on ne veut plus de la France. C'est actuellement ceux qui sont au pouvoir qui vont décider quel partenariat ils veulent. Nous seulement, qu'ils ne soient pas partenariat encore avec cette maudite France qui nous ont endeuillés depuis des années. La France nous a endeuillés depuis des années parce qu'ils ne sont pas malins. La France n'est pas intelligente. Parce que depuis combien d'années on dit à la France, revenez sur la table de négociation. Combien d'années, nous OST, on a parlé, nous OST, on a crié, revenons sur la table de négociation pour revoir les 11 accords. Parce que vous avez signé avec nos grands-parents, nous on n'était pas là-bas. Si nous retournons dans leur camp, vous allez régler votre problème. Nous on n'est pas concernés. Vous avez refusé, vous vous êtes fait comme du, vous vous êtes fait comme des gangabas. Pour dire que vous qui écrasez tout le monde. On est prêt à aller jusqu'à la mort. Ça, il faut qu'on se le dise. Peut-être que cette jeunesse-là, jeunesse qui ont pris le pouvoir là, ils sont prêts pour aller avec la Russie ou d'autres partenaires. Donc, la Chine par exemple. La Chine par exemple, nous on ne dit pas non à n'importe quel pays, sauf la France, notre terroriste. Ce n'est donc pas par hasard que les manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade de France ou sur la route du camp militaire français de Combouassin et pas devant l'ambassade d'Allemagne, du Brésil, d'Italie ou de la Suède. Les gens protestent là où les décisions qui impactent négativement leur quotidien sont prises. La France elle-même est très consciente de cela et c'est pour ça qu'elle a mis en place dans ses anciennes colonies des systèmes juridiques et politiques qui lui permettent, lorsqu'elle a un problème avec le pays, de frapper là où la décision se prend, la présidence, à travers l'instigation et l'organisation de coups d'État, d'assassinats, l'intimidation des serfs d'État et le refus de systèmes plus ouverts et plus démocratiques. Ce n'est pas pour rien que c'est la prise de la Bastille qui représentait l'arbitraire royal qui illustre la Révolution française de 1789. En janvier 2020, les partisans de Donald Trump se sont précipités sur le Capitole, le centre de décision législative des États-Unis. Très récemment, on a vu les populations du Sri Lanka envahir la résidence du président et Premier ministre. Emmanuel Macron a tellement mis le nom de l'Afrique dans sa bouche que les populations du continent ont compris le message. C'est l'Élysée qui décide pour elle en Afrique dite francophone. Et c'est pourquoi ce sont les installations françaises qui sont ciblées par le mécontentement populaire africain. Ça avait déjà été le cas au Sénégal en mars 2021 et ce sera toujours le cas partout dans la zone du franc CFA tant que les autorités françaises continueront de se comporter en colons arrogants, méprisants et autistes. Ces gens oublient que leur attitude constante depuis des siècles finit par générer des conséquences. Ils choisissent d'attribuer la faute du rejet dont ils font l'objet aux manipulations de puissances étrangères. Mais est-ce que c'est la Chine, la Russie ou la Turquie qui étaient à l'œuvre quand l'ambassadeur de France au Faso, Luc Alad, a tenu des propos tellement désobligeants et mensongers que même le gouvernement d'Amiba a été obligé de réagir?
Convoqué par le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Karamoko Jean-Marie Traoré, l'ambassadeur de France, Louis Calade, a exprimé ses regrets pour ses propos tenus le 5 juillet 2022 lors d'une audition du groupe d'amitié France-Afrique de l'Ouest. Les déclarations jugées inacceptables et chargées d'informations erronées et pleines de jugements de valeur sur la situation sécuritaire du pays, s'est indigné le chef de la diplomatie burkinabé. Il a annoncé qu'une note de protestation sera transmise aux diplomates français. Le gouvernement burkinabé reproche aux représentants diplomatiques français d'avoir qualifié la situation sécuritaire du pays de guerre civile et d'avoir minimisé les efforts de lutte contre le terrorisme. Depuis la sortie de l'ambassadeur français Louis Calade, des personnalités politiques ont réclamé son départ du pays. Le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Karamoko Jean-Marie Traoré, a invité le diplomate français à plus de retenue et d'objectivité pour la préservation de la collaboration France-Burkina Faso. Depuis 1958, 3 accords de défense lient les deux pays, notamment celui concernant le stationnement des forces françaises au Burkina Faso, signé en 2018. Le même ambassadeur qui avait également trouvé intelligent de qualifier d'idiots les citoyens burkinabés qui prônent la rupture avec un pays nostalgique de la colonisation, oubliant qu'il n'est pas en France, mais sur le territoire du Faso. Comme tu craches en l'air là, c'est comme ça que ça retombe sur ta face. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi, mais il y a quand même un changement notable qui est apparu avec la situation au Burkina Faso le week-end dernier. Cette fois-ci, Macron n'a pas ouvert sa gueule. Aucune déclaration intempestive sur Twitter ou dans les médias français. Rien. Motus et bouche cousue. Et vous savez pourquoi? Je vais vous dire ce que je pense. Les militaires français ont certainement donné l'ordre à Macron de se taire. En effet, la fin de l'opération Sabre au Faso sonnerait le glas de l'opération Barkhane. Or, chaque fois que Macron ouvre sa bouche à propos de l'Afrique, c'est des centaines, des milliers d'Africains de tous âges et de toutes conditions, révulsés par sa condescendance, son paternalisme et son mépris, qui rallient le camp du sentiment anti-français, comme ils disent, qui est en réalité le camp du sentiment pro-Afrique. We are waiting for these people to come out. Because we are not going to read this memorandum without these imperialists and murderers come outside. If they think we are part of the nonsense they've been doing in West Africa, it stops here. We are not West Africa. And we're not going to allow that nonsense. We come here peacefully. And we want the France embassy to act peacefully and not provoke us. So they must come outside and receive the memorandum. Otherwise, we are not going to start. Otherwise, we are not going to live here. And by not living here, they will not live here. We are going to divide ourselves. Others will go and occupy the main road there. And others will occupy the gate of France embassy. So stop wasting time. The French white supremacists are not going to dictate to us on how we must protest here in South Africa. No one is going to fight you. No one is going to beat you. You have killed a lot of people in Africa. Why are you scared today to come out and face Africans? Vous connaissez Assurance tout risque dans Astérix et Obélix qui veut toujours chanter et jouer de la harpe et que personne n'aime écouter et qui finit souvent attaché à un arbre bâillonné. Je crois que c'est ce qui est arrivé à Macron. Ses militaires lui ont dit de la boucler, car eux ont compris qu'une parole de travers peut mettre le feu aux poudres. S'ils énervent notre peuple, celui-ci peut aller les chercher là où ils sont, à tout moment. La peur a changé de camp. C'est l'une des réussites patentes de notre combat. La sphère de leur malparlage est réduite. Ils ne peuvent plus parler comme ils le faisaient avant. Il y a toujours des pays comme la Côte d'Ivoire, le Togo, le Gabon, le Bénin où ils peuvent dire n'importe quoi. Mais certains pays, là, à l'instar de l'Algérie, c'est fini. Le Sénégal, le Mali, le Burkina, le Niger, la RCA, Boribana. Et même à l'ONU,
Les jours passés ont montré que la malbouche est devenue une arme de guerre dont ils n'ont plus l'exclusivité. Le Premier ministre par intérim du Mali, Abdoulaye Maïga, y a tenu un discours mémorable le 24 septembre lors de la 77e Assemblée générale des Nations unies, une session qui a acté la fin d'une époque. Oumniobé, Sankara, Rawlings, Kadhafi avaient déjà fait des discours marquants dans cette même enceinte. Mais Abdoulaye Maïga est l'illustration parfaite de l'assurance et de la fierté retrouvée des Africains nouveaux. Décomplexé, franc, direct, souverain, il a prononcé un discours qui rétablit la dignité et qui devrait avoir une portée pédagogique. Beaucoup de chefs d'État africains devraient s'en inspirer avant d'aller s'exprimer à la 78e Assemblée générale. Je vous recommande, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, d'aller prendre connaissance de l'intégralité du speech du colonel Maïga, que vous trouverez dans plein de vidéos sur YouTube. Mais si je ne devais retenir que 2 passages, ce serait d'abord celui où il remet en direct à sa place Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, en lui rappelant qu'il n'est pas le patron d'un pays, mais plutôt un fonctionnaire international au service des États membres de l'organisation, et qu'il n'a de ce fait absolument aucune légitimité à interférer dans les affaires intérieures d'un État ou dans la procédure judiciaire engagée par le Mali contre les mercenaires envoyés sur son sol par Alassane Dramane et Birahima Ouattara en violation de toutes les lois et règles du droit national et international. Permettez-moi de réitérer à notre secrétaire général, M. Antonio Guterres, notre haute appréciation des efforts louables qu'il continue de déployer pour la réalisation des nobles objectifs de notre organisation commune. Nous sommes convaincus que vous êtes un ami du Mali et du Sahel. L'amitié reposant sur la sincérité, souffrez que je vous exprime mon profond désaccord suite à votre récente sortie médiatique, au cours de laquelle vous prenez position et vous exprimez sur l'affaire des 46 mercenaires ivoiriens, qui est une affaire bilatérale et judiciaire entre 2 pays frères. C'est évident que la qualification judiciaire des infractions liées à cette affaire ne relève pas des attributions du secrétaire général des Nations Unies. Au Mali, notre administration ne travaille pas sur la base de l'oralité ni des déclarations par voie de presse. Par conséquent, nous nous en tenons scrupuleusement à la note verbale de la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, du 22 juillet 2022, dans laquelle il ressort clairement qu'il n'existe pas de lien entre les 46 mercenaires et les Nations Unies. Les récentes synchronisations des actions et l'harmonisation des éléments de langage consistant à faire passer le Mali, mon pays, de statut de victime à celui de coupable dans cette affaire des mercenaires sont évidemment sans effet. Excellence, Monsieur le Secrétaire général, votre position sur l'affaire des mercenaires a été suivie par certains responsables d'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est sous votre couvert que nous leur adresserons des messages. À l'endroit du président en exercice de la CEDEAO, M. Oumaro Sissoko Embalo, qui affirme, je cite, « On vient de voir avant-hier la déclaration du secrétaire général des Nations Unies qui dit que ce ne sont pas des mercenaires. Moi, à la place des Maliens, j'aurais relâché ces 49 soldats. » Fin de citation. Je voudrais très respectueusement signifier à ce dernier qu'il existe un principe de subsidiarité, d'ailleurs au contour flou entre la CEDEAO et les Nations Unies, et non un principe de mimétisme. Également, il est important de lui préciser que le secrétaire général des Nations Unies n'est pas un chef d'État et le président en exercice de la CEDEAO n'est pas un fonctionnaire. Par conséquent, il serait indiqué qu'il ne banalise pas la CEDEAO. La deuxième chose que je retiens, c'est que les Maliens ont intégré que les Occidentaux en général et les Français en particulier ne comprennent que les rapports de force. Ils avaient déjà montré qu'ils ont compris cela quand ils ont exigé et obtenu le départ
sans délai, des soldats danois arrivés illégalement au Mali. Ou quand ils ont engagé la révision des bidons accords de coopération militaire avec la France menant au départ de Barkhane et Takuba. Ou quand ils ont expulsé l'ambassadeur de France, ou quand ils ont porté plainte à Bamako contre celui qui était à l'époque le ministre des Affaires étrangères de la France, Jean-Yves Le Drian, que le juge Diko du pôle économique et financier du tribunal de grande instance de la commune 3 de Bamako attend toujours dans sa salle d'audience. Abdoulaye Maïga, portant la voix du président Assimi Goïta, de son gouvernement et de son peuple, a remis le Mali et la France là où ils doivent être, sur un pied d'égalité. Une égalité qui a été rompue depuis trop longtemps, ce qui a généré des situations où les Occidentaux se permettent des choses sans que personne au niveau des États africains n'ose ni le relever, ni protester, ni rétorquer sur le même ton. Cela est désormais terminé et le précédent Maïga fera jurisprudence en la matière. Il a rappelé que même dans le droit international, il y a un principe que l'on appelle la réciprocité et a prévenu que celui-ci serait dorénavant appliqué systématiquement par le Mali. Comme vous allez nous traiter là, c'est comme ça que nous aussi, on va vous traiter. Que ce soit au niveau diplomatique, militaire ou autre. Pour la grande majorité des États du monde, convaincus par le respect mutuel et le partenariat gagnant-gagnant, je leur garantis que les portes du Mali leur sont grandement ouvertes et les Maliens les accueilleront les bras ouverts. Pour la minorité qui serait tentée de ne pas respecter ces principes, nous leur promettons qu'ils feront face à des millions de Assimi Goïta soucieux de défendre leur honneur, leur dignité et leurs intérêts vitaux. Je terminerai en donnant 2 conseils aux nostalgiques de la domination. Ayez le sens de l'empathie en traitant les autres comme vous voudrez être traités ou en ne faisant pas aux autres ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse. Le second conseil, revoyez vos copies, revoyez vos modèles, revoyez vos logiciels pour intégrer le changement de mentalité et l'évolution du monde dans vos grilles de lecture et d'analyse. Sortez du passé colonial et entendez la colère, la frustration, le rejet qui remonte des villes et campagnes africaines, des populations africaines, et comprenez que ce mouvement est inexorable. Grâce au principe de la multiplication fractale, vos intimidations et vos actions subversives n'ont fait que grossir le rang des Africains soucieux de préserver leur dignité. S'il n'était qu'une centaine aux indépendances, aujourd'hui nous sommes des millions, et demain, tant que les paradigmes inégalitaires demeureront, nous serons des milliards. Le Mali et son peuple ne seront pas des spectateurs face aux assauts et l'adversité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. Aujourd'hui est le moment pour la France d'accepter de proposer une vraie coopération à ceux avec qui elle n'est pas d'accord, à Assimi Goïta, Faustin Archange Touadéra, Mamadi Doumbouya, si elle veut pouvoir faire face aux changements durables et profonds qui arrivent dans le monde. Le temps du chantage, du braquage, du pillage, des contrats à 10% pour l'État propriétaire des ressources et 90% pour la France est révolu. Elle doit accepter dorénavant des partenariats gagnant-gagnant, c'est-à-dire 20 à 30% pour la France et 70 à 80% pour les propriétaires africains. Le refus de le faire ne laissera d'autre choix que la rupture pure, simple et totale, une option qui fera d'elle l'immense perdante. La révolte du week-end dernier nous a montré que le peuple burkinabé est prêt à corriger sans tarder les erreurs de casting qui voudraient faire obstacle aux aspirations de paix, de bien-être, de sécurité et de confort des populations. Les gens ne sont pas sortis pour soutenir Ibrahim Traoré pour ses beaux yeux, mais parce qu'il incarne pour eux l'espoir d'un changement, d'une sérénité retrouvée et d'une prospérité rêvée. Il y a au Burkina Faso des gens
qui meurent de faim par la faute des terroristes et l'incompétence des dirigeants à combattre le mal à la racine en ce moment. D'ailleurs, si comme moi, vous ne voulez pas rester sans rien faire, si vous ne voulez pas que ce soit les autres qui viennent nous apprendre ce que c'est la solidarité, je vous mets le contact du CONASUR, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation, une structure publique qui, avec l'aide de l'armée et de transporteurs privés, organise le ravitaillement de nos parents, frères, sœurs et enfants dans les régions de l'Est et du Sahel, au Burkina Faso. Vous pouvez faire des dons de vivres, de céréales, de produits alimentaires, de non-vivres, de médicaments, mais aussi de combustible, du gaz, du charbon, du bois de chauffe pour préparer la nourriture. Et si vous voulez faire des transferts ou virements, ils vous donneront le contact du Fonds national de solidarité et de résilience qui est la structure habilitée à recevoir les dons d'argent. Mais revenons aux terroristes. Vous pouvez comprendre qu'une opération militaire française est installée depuis 14 ans sur le sol burkinabé avec pour objectif de freiner le terrorisme, de le combattre et que malgré tous leurs moyens hyper balèzes et modernes, c'est exactement le contraire qui se passe et que pas plus tard qu'il y a quelques jours, une cinquantaine de personnes civiles et militaires ont perdu la vie quand des terroristes ont attaqué un convoi de ravitaillement à Gaskindé sans que l'armée française n'ait rien su, rien vu venir, ni rien fait pour empêcher ce massacre? À d'autres. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, a revendiqué cette attaque à 20 km au sud de Djibo. Les djihadistes entourent totalement la ville et malgré l'escorte militaire, ils ont commis un carnage. Le bilan officiel donné par les militaires s'élève à 37 morts, dont 10 civils. Et il pourrait bien s'alourdir, car de nombreux civils faisaient partie du convoi. L'Union des chauffeurs routiers n'a pas de nouvelles de 30 de ces camionneurs. La France, qui aide l'Ukraine sans avoir un seul soldat sur le territoire ukrainien, est la même France qui nous explique que la présence de ces bases et opérations militaires chez nous est une nécessité pour aider l'Afrique contre le terrorisme alors que celui-ci se métastase à vitesse grand V grâce à elle. Quelle blague! Par ailleurs, les Maliens l'ont compris et espérons que les nouveaux dirigeants burkinabés aussi. C'est la coopération militaire avec la France qui a maintenu nos armées dans l'état de dénuement dans lequel elles se trouvent aujourd'hui. Il est donc temps que les Africains cessent de penser que la France militaire peut être une solution aux problèmes de sécurité qu'elle crée elle-même en Afrique. Il faut explorer de nouvelles pistes et bien entendu, il faut absolument mettre l'emphase sur la construction de nos capacités militaires propres afin d'être à même, à moyen et long terme, de défendre nous-mêmes notre territoire et notre souveraineté à chaque fois que cela sera nécessaire. Car, comme le dit une sagesse bantoue, si vis pacem, para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce debout, de commenter, de partager le lien de cette vidéo et de contribuer financièrement pour que je puisse continuer à produire du contenu éducatif comme celui-ci. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons. À bientôt.